Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endorphine. On est le 29 juillet, on est au milieu de l'été et je suis au taquet. Bon, pas tous les jours, c'est un petit peu le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Je vais vous parler en fait d'une révélation que j'ai eue sur ma séance de fractionné de la semaine dernière. Et ça va parler de stress externe qui, pour moi, est le facteur numéro 1 de la performance. Et quand je dis pour moi, c'est dans mon cas précis, mais je pense aussi dans beaucoup de vos cas, parce que pour des coureurs amateurs, je pense que le stress externe joue énormément sur la capacité à s'entraîner, à bien s'entraîner et à bien progresser. Donc, à mon avis, je vais vous partager mon expérience, mais je pense que vous allez en tirer pas mal de choses aujourd'hui. Et c'est le but. Je remercie d'ailleurs au passage Amélie qui m'a mis un petit message disant que c'était très cool, mais que dans beaucoup de cas, ce que je disais, c'était juste raconter mon expérience et qu'il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Je pense que oui, sur le dernier épisode, c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai trop été dans le descriptif, je ne l'ai pas assez préparé. Et donc, il n'y avait pas d'apprentissage concret pour vous. Donc, merci Amélie, parce que ça m'a permis de recentrer un petit peu sur celui-là. Et là, je pense qu'on est clairement dans les apprentissages. Donc, j'espère que vous allez en retirer pas mal de choses qui vont vous aider dans votre entraînement. C'est le but en tout cas. Et c'est en lien aussi au final avec les podcasts des semaines passées qui m'ont permis d'en arriver là dans la réflexion. Parce que il y a 2 semaines, je vous disais que je partais dans cette prépa marathon avec un état d'esprit tout neuf et qui serait indispensable pour réussir ce 2h30. J'ai pas changé d'avis et je l'ai expérimenté cette semaine. Je disais qu'il allait falloir arrêter d'être négatif et de céder quand ça ne veut pas. En gros, il n'y a pas que des belles journées dans l'entraînement. Et les journées où ça va moins bien, il faut juste ne pas lâcher, faire le dos rond, faire le maximum avec les armes qu'on a ce jour-là. Et c'est tout. Arrêtez de se plaindre, de se chercher des excuses. Bref, c'est ça que je disais il y a 2 semaines. On repart de ce postulat. Mais il y a quand même un facteur hyper important que j'avais oublié à ce moment-là. C'est que, en réalité, on ne peut pas battre le stress externe. En tout cas, à un certain niveau, si, comme on le dit souvent, cette célèbre phrase de Tristan qui restera dans les annales, le stress c'est du stress, si on a atteint son quota de stress journalier, hebdomadaire, on va pas pouvoir en prendre plus. Et même si on essaye, si on a envie, qu'on est motivé comme jamais, si on n'est pas dans les conditions pour réussir, dans les conditions physiques, mais dans les conditions nerveuses aussi, ça va être très compliqué. Maintenant, il y a quand même des petites astuces, des moyens de contourner un petit peu les problèmes, et on va essayer de le voir ensemble. Il y a de quoi faire. Je pense on peut abandonner la séance. Je l'ai déjà fait dans le passé. Si vraiment ça veut pas, ça peut être un cas. Au final, on abandonne. C'est jamais un choix premier. C'est parce qu'on n'en a pas le choix. Enfin, c'est jamais un choix parce qu'on n'a pas la capacité sur le moment d'aller au bout. On peut déplacer une séance si on sait que c'est pas le moment. On peut focuser. Mettre le focus un peu plus, c'est ce que je vais vous expliquer pas mal aujourd'hui, et on peut adapter ses attentes aussi. Bon, ça c'est quelques petits moyens simples, mais je vais détailler un petit peu tout ça avec des astuces plus concrètes qui vont à mon avis vous aider et qui m'ont aidé dans cette semaine. Donc voilà, on va parler planning aussi et pourquoi à mon avis certaines journées sont vouées à l'échec et il faut essayer de les repérer avant d'être dans ces journées, ou en tout cas avant de se lancer dans la grosse séance et de se mettre à l'échec dans la séance. Bref, tout ça est très analytique, il faut réussir à mieux se connaître. Et oui, je me connais très bien après 20 ans de course à pied, mais il y a encore plein de choses que je peux améliorer dans ma compréhension. Et c'est le cas de tous, c'est pour ça que la course à pied reste intéressante, qu'on court depuis 6 mois, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou 40 ans, je suis sûr qu'il y en a qui courent depuis 40 ans et qui apprennent encore des choses sur eux grâce à ça. Où est-on ? On est sur Endorphine, le podcast où on s'entraîne sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est mon mantra depuis 20 ans que je cours. Je suis Nico, aka Running Addict. J'ai 8 marathons au compteur,
2h33 au chrono et un 2h30, je l'espère, à la fin de l'année. Et je fais les mêmes erreurs que vous depuis toujours. J'en ai fait 1 million et c'est comme ça que j'ai construit mon expérience et c'est pour ça que je peux vous en parler en connaissance de cause. Je suis aussi le fondateur de Campus Coach, l'appli running qui vous accompagne dans votre entraînement pour vous éviter ces erreurs. Parce que si vous évitez les erreurs que j'ai faites, vous allez gagner du temps, vous allez prendre plus de plaisir et vous allez avoir des performances qui vont vous rendre fiers. C'est ça qu'on veut avec Campus. Ici, on est sur Endorphine, le podcast qui est conçu pour vos entraînements. Je vous partage ma passion de la course à pied, mon expérience de coureur et celle des personnes qui m'inspirent. J'espère que vous êtes en train de courir actuellement et que ça va vous motiver pour votre footing, pour votre séance, pour votre sortie longue. Let's go, on est parti pour l'épisode aujourd'hui. Le stress externe. On va commencer par définir ce que je veux dire par le stress externe, évidemment. Et après, on parlera du contexte qui m'a amené à cet épisode, la séance qui aurait pu déraper et qui a souvent dérapé dans le passé. Donc, je vais vous parler de ce sujet. On va aussi parler de comment gérer l'avant-entraînement quand on sait qu'on est fatigué ou stressé. C'est important d'adapter les choses. Si on sait qu'on va dans le mur, il y a des petites choses qu'on peut faire pour ne pas aller dans ce mur justement. Et on va parler de ma dernière semaine et de comment réaliser une semaine à 20 sur 20. Parce que tout s'est bien passé dans les résultats, dans les faits, mais il y a des choses qui ont été faites en amont pour que cette semaine se passe bien et j'aimerais revenir dessus parce que moi aussi j'ai besoin d'avoir plus de semaines comme ça et quand on a des bonnes semaines, que tout va bien, il faut qu'on se dise qu'est-ce qui s'est passé. Quand ça va mal, on analyse ce qui s'est passé. Quand ça va très très bien, il faut aussi qu'on se dise mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille aussi bien ? Comment je veux reproduire cette semaine-là ? Comment je fais pour la reproduire ? Et ça, je vais pouvoir vous parler de la mienne, vous donner quelques astuces que j'en tire, mais il faut aussi que vous puissiez faire ce travail parce que on est tous différents. Donc chacun son 20 sur 20. Voilà. Et enfin, est-ce que le zéro stress, quand on est vraiment à 2 de tension, comme on pourrait dire, est-ce que avoir réduit le stress à 0, c'est pas inefficace ? Sujet débat pour terminer, un débat avec moi-même, mais plutôt sujet philosophique. Trop de stress tue le stress, mais pas assez de stress, est-ce que c'est pas inefficace ? Voilà, on finira par ça. Avant ça, on va commencer directement avec cette définition entre guillemets du stress externe. Pour moi, c'est très très simple. Une phrase va suffire pour le décrire. Le stress externe, c'est tout ce qui n'est pas directement lié à la course à pied. Voilà. Le stress de la course à pied, on le connaît, c'est le stress de l'entraînement. Maintenant, moi, je veux parler de tout ce qui est à côté. Et comme le corps ne voit le stress que comme un cumul, en fait, il s'en fout que ça soit le stress de la course à pied ou de ce que vous fassiez à côté. Il va juste cumuler ça et dire là, c'est bon, j'ai eu ma dose, merci, bonsoir. Donc, il faut analyser tout ça. Et ça commence, je vais aller dans le détail des petites catégories que j'ai fait pour ça. Ça commence évidemment par le contexte professionnel, les horaires, les choses qui se passent pas comme prévu dans votre semaine et qui vont vous énerver, vous titiller, vous obliger à réfléchir plus, à changer vos plans. Le collègue ou le boss qui vous emmerde à un moment ou à un autre. Et le temps de cerveau tout simplement, parce que le temps de cerveau ou le temps physique selon votre métier, dans tous les cas, si vous passez 8 ou 9 heures par jour ou plus, je sais pas, à être concentré sur votre tâche, c'est un stress au cumul et à la fin, vous allez avoir utilisé une grosse partie de votre énergie à ces tâches. Donc tout ça, c'est une base qui fait que quand vous allez vous entraîner, il vous reste une capacité à encaisser du stress qui est limitée. Et ça, c'est sans compter les autres facteurs, la famille, s'occuper des enfants en particulier si vous en avez. Je coche pas cette case qui est clairement avec le travail celle qui complique, je suis sûr, beaucoup la tâche. Mais si vous en avez, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et oui, c'est un stress supplémentaire, il faut le gérer. Et entre guillemets, comptez pas sur moi pour vous trouver des excuses. Le but, c'est pas de se chercher des excuses. Je l'ai déjà dit, se chercher des excuses, c'est pas utile. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Trouver son contexte qui fonctionne,
adapter ses attentes aussi, parce qu'on peut pas tout faire. On peut pas être super bon dans le pro, super bon dans la famille, être le meilleur coureur du monde et tout gérer, avoir les loisirs aussi. Bref, ça n'existe pas. Il y a des choix à faire. On a une quantité de stress utilisable limitée par jour. Et il faut qu'on fasse avec. Sachant qu'il y a aussi les contraintes de la vie en général. Et alors là, il peut y en avoir des multiples, mais que ça soit gérer son budget, l'administratif, les tâches ménagères, la machine à laver qui tombe en panne, bref, tout ce qui peut arriver dans la vie et qui est un stress au quotidien, évidemment, c'est important aussi, ça se cumule, je le dis. Et après, il y a tout ce qu'on peut, en fait, tout ce qui est gérable et qu'on peut ajuster. Alors là, c'est beaucoup plus agréable parce que je pense aux autres loisirs. Si tu fais du squash avec les collègues, c'est un stress, même si c'est cool. Tu fais un foot le samedi après-midi avec les copains, c'est pareil. Et tous les loisirs, même ceux qui sont moins physiques en fait, qu'on va avoir, ils sont plus un stress que si on est posé à se reposer entre 2 entraînements. Certes. Et puis ensuite, le dernier stress externe que je vois qui est important à mentionner rapidement parce que c'est quelque chose que j'évoque très souvent, nutrition, hydratation, sommeil. Là, on n'est pas pour parler de récupération des entraînements, mais en général, si on se nourrit mal, qu'on s'hydrate mal, qu'on dort mal, c'est un stress énorme pour le corps. Au-delà de tout entraînement, c'est un stress pour le corps. Il n'est pas fait... on peut encaisser ça, mais si on encaisse un stress d'une mauvaise nutrition, une mauvaise hydratation, avec de l'alcool, un mauvais sommeil, si on a ce stress-là, on ne pourra pas l'utiliser sur autre chose. Le corps va se battre pour faire avec les contraintes qu'on lui a mis. Et c'est pas, on ne pourra pas aller s'entraîner efficacement le lendemain si on a fait le gros barbecue où on a mal mangé, on a mangé tout ce qu'il ne faut pas, qu'on a mal dormi derrière parce qu'on s'est couché super tard, qu'on a en plus bu de l'alcool, ce qui a perturbé le sommeil, et qu'on veut aller s'entraîner le lendemain et faire sa sortie longue à 7h30 le dimanche. Ça ne va pas fonctionner. Maintenant, je ne suis pas là pour moraliser, en fait, je suis juste là pour dire les faits et ensuite... chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est important. Pour moi, tout ce qu'on fait est un stress. On en a tous. La vie est remplie de stress et c'est normal. L'humain est fait pour avoir... en fait, on peut pas être... c'est pas intéressant. La vie ne sert à rien si on n'a pas un stress. Le corps ne va pas se développer non plus s'il n'est pas stressé. Donc, c'est très bien d'être stressé. Il faut juste choisir ses stress. Et l'important, c'est pas de vouloir réduire à zéro tout ça. L'important, c'est d'avoir conscience du fait que tout ce qu'on fait amène un stress d'une manière ou d'une autre et on doit avoir pour but de le gérer pour que ça soit compatible avec nos objectifs. Et ensuite, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, si c'est pas compatible avec nos objectifs et qu'on veut quand même faire tout ce qu'on a à faire à côté de la course à pied, il faut tout simplement revoir ses priorités. Point. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est ok de se dire finalement je réduis mon objectif, je m'entraîne un peu moins parce que je veux quand même être bon dans toutes les autres catégories. L'important en fait c'est juste de pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Bref, il faut juste être conscient de tout ça et adapter vraiment ses attentes dans tous les domaines et choisir ses priorités. On le répétera jamais assez, mais je pense que si on a ça en tête, il n'y a plus de problème après. Maintenant, si on revient à un contexte particulier qui est justement une application un petit peu de tout ce que j'ai dit, d'une partie de ce que j'ai dit, et de comment on fait quand on sait que aujourd'hui on n'est pas au top. Justement, on revient à ma séance de jeudi dernier, qui est une séance qui aurait pu déraper, clairement. Elle est vraiment pas passée loin de déraper, celle-là. Avant ça, je vais boire une petite gorgée. C'est pas du café aujourd'hui. Il fait chaud en ce moment, donc les petits électrolytes. Je m'entraîne 2 fois aujourd'hui. Je vais bien transpirer, donc les petits électrolytes entre les entraînements pour être sûr de ne pas manquer de tout ça. Alors, on revient à cette séance de jeudi dernier. La séance du jour, c'était une séance de seuil 30 qui n'était pas facile, mais qui n'était pas dure non plus. Pour autant, la semaine passée, c'est la séance que j'ai bâchée. J'avais 12 fois 400 au seuil 30, donc allure qui n'était pas censée être ultra dure, et pourtant, je l'ai bâchée.
Donc là, c'est la même séance, le même jour de la semaine. J'arrive en fait sur cette séance, je fais l'échauffement, je sens que je suis totalement à côté de mes pompes. Ça, je connais cette sensation. Quand je dis à côté de mes pompes, c'est comme si je courais et mon cerveau était désynchronisé de mon corps en fait. Qu'il y avait une seconde d'écart entre ce qui se passait dans mes jambes et ce que mon cerveau était en train d'analyser. Ça, c'est très désagréable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je trouve ça extrêmement désagréable quand on est dans cet état-là et c'est compliqué de faire une belle séance. Donc souvent quand je suis dans cet état-là, c'est rarement, on va dire que ça repart rarement dans le bon sens. Donc là je commence à me dire oh là là, la séance elle va être horrible, blablabla, bref, on se monte la tête, le classique en fait. Parce que on commence tout de suite à se chercher des histoires pour expliquer pourquoi la séance va mal se passer. On en a déjà parlé, se chercher des excuses, c'est classique, c'est humain, c'est normal. Maintenant, ce qui est important à ce moment-là, c'est de se dire « Ouais, mais pourquoi j'arrive dans cet état-là ?» Tout simplement, le stress externe. Pour moi, c'est un classique. Mes semaines se ressemblent d'une semaine sur l'autre. Je suis capable bien souvent de savoir et de me dire bah oui, je sais que je vais en arriver là. On est jeudi, donc la semaine de travail elle est déjà bien avancée. Et dans mon contexte, ça veut dire 1000 infos par jour qui passent par mon cerveau. C'est un stress psychologique important et je sais que j'ai extrêmement de mal, non, j'ai beaucoup de mal à le gérer à partir du jeudi. Donc le lundi, le mardi, ça va bien. Le mercredi, c'est une très grosse journée. Et j'arrive au jeudi, et là, ça devient dur. Et en général, le vendredi, c'est encore plus dur. Donc, en fait, c'est le cas pour toutes les semaines où je bosse dur. Et on va dire que c'est beaucoup de semaines dans l'année. Donc, je le sais, c'est pas une surprise en soi. Et si je regarde mon HRV, ma variabilité cardiaque, ça le montre très bien. Pour ceux qui ont une Garmin moderne, je pense que l'analyse de la variabilité cardiaque, elle est dans beaucoup de montres. Aujourd'hui, vous avez une petite jauge où si vous êtes au milieu dans la zone verte, c'est que globalement ça va bien. Et après, vous avez des bornes orange et rouge quand vous êtes vraiment dans le dur. Une moyenne sur 7 jours, mais j'aime bien regarder les valeurs quotidiennes aussi parce qu'elles en disent quand même pas mal. Moi, ma semaine type, elle est très simple. Ça va avec ce que je vous disais. C'est-à-dire, le lundi, c'est mon jour où je suis le plus haut de la semaine. Le mardi, en général, ça va toujours bien. Le mercredi, ça baisse. Le jeudi, là, c'est un jour bas. Et le vendredi, c'est la merde. Et en général, le samedi matin, c'est au plus bas de la semaine parce que c'est post-semaine. Et après, ça remonte le dimanche matin et donc le lundi grâce au week-end. C'est quand même bien fait les semaines. Le week-end, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même quelque chose qui est adapté à notre fonctionnement. Si on en fait beaucoup dans la semaine, on a besoin de ces jours de repos pour récupérer. C'est comme dans l'entraînement, on peut faire on peut mettre, si on veut mettre beaucoup de stress à un moment, il va falloir en récupérer. C'est la même chose dans la vie en général. Bref. Voilà, ça c'était pour le contexte un peu plus général. Pour ceux qui s'intéressent au sujet de la variabilité cardiaque, on pourrait y revenir. Maintenant, si je reviens à cette séance de fractionné, heureusement, j'ai envie de dire, c'est pas la plus dure de la semaine. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit à Tristan dans le passé. Moi, j'ai besoin que ma séance de fractionné la plus dure, ça soit la première de la semaine. Ça soit celle qui est le mardi, parce que le mardi, je vais encore bien. Je suis en forme et je sais que je vais pouvoir donner 100% sur ma séance. Maintenant, celle du jeudi ou du vendredi, je sais qu'elle va être plus compliquée, tout simplement. Donc, il faut que cette séance soit plus facile, plus découpée, avec des plus petits intervalles, même si elle est longue, parce que là, j'avais 6 x 200 plus 12 x 400. C'est quand même une séance qui dure, je sais pas, peut-être un bon 30 minutes, je pense. Donc, elle n'est pas courte en termes d'intervalle. Mais elle est découpée, donc ça permet d'avoir des petites pauses qui font que mentalement on peut se recentrer. Alors que des intervalles plus longs, on va avoir plus de mal à les réaliser parce qu'on n'a pas ce temps de relâchement mental. Bref, c'est pas là où je voulais vous emmener, mais maintenant ce que je voulais dire c'est que on est jeudi justement. Vous êtes dans le jour où ça va pas,
il faut pas bâcher l'entraînement pour autant. Dans tous les cas, on y va. Donc on est à la fin de l'entraînement, ça va pas, il faut pas se dire ça va pas aller et se mettre dans un cercle vicieux. C'est comme le jour d'une compétition, si on commence à se mettre dans le cercle vicieux de ça va pas, ça va pas aller. Donc faut essayer d'en sortir. Donc là, je suis dans l'entraînement, ça va pas dans ma tête et j'essaye de me rappeler un petit peu des pensées positives. Je me rappelle ce que je vous ai dit dans le podcast 1 ou 2 semaines avant. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est le moment d'appliquer ça. C'est bien de le dire, maintenant, il faut l'appliquer. Le titre de ce podcast, c'était « Ne pas se mentir à soi-même ». Et pour moi, j'y disais que pour réussir quelque chose, il faut être concentré dessus, ne pas s'éparpiller et donc ne pas se mentir. Et c'est tout sauf simple. Et justement, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Oui, là, c'est compliqué. Oui, j'ai eu une journée hyper prenante hier et mon cerveau il est cramé. Mes jambes sont en forme, je le sens par contre. Donc aucun souci physique. C'est pas les jambes le problème, c'est le cerveau. Donc là, je pourrais me dire c'est pas une excuse, c'est une réalité. Ok, mais j'ai aussi dit que se chercher des excuses n'apporte rien d'autre qu'un faux confort. Oui, sur le moment, c'est confortable. On a une excuse, c'est pas de notre faute si ça va pas. C'est bien. Mais en bout de ligne, le confort qu'on tire des excuses, il nous tire vers le bas si on y cède trop souvent. Je dirais même si on y cède tout court, mais il y a des moments où ça fait du bien quand même de se dire tout va mal, tout a été de travers et j'ai quand même eu beaucoup de bâtons dans les roues. Mais ce qui est important, c'est de se dire que le jour de la course, ça va forcément être dur. Je sais pas pour quelle raison, mais j'ai fait 8 marathons, ça a toujours été dur. Il y a toujours eu une raison à un moment où le cerveau te dit « Ah, là, tu vas ralentir, je vais tout faire pour que tu ralentisses. » Que ça soit subi parce qu'il se passe des choses ou forcé parce qu'en fait, juste, on a réussi à tenir notre allure suffisamment longtemps pour être à notre limite, il y a toujours un moment où on va être face à nous-mêmes et il va falloir aller au-delà de cette difficulté. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que si on n'est pas capable de faire avec sur les entraînements, le jour J, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Forcément qu'on va ralentir le jour J parce qu'en fait, on l'aura déjà fait à l'entraînement. Donc en fait, il faut réussir les jours où ça va moins bien à se mettre dans le contexte positif, à ne surtout pas rentrer dans le contexte négatif pour se préparer au jour de la course. C'est ça ce qu'on veut faire ce jour-là. Les résultats, les chronos sont moins importants sur des jours comme ça. C'est pas ça que je veux regarder en priorité. C'est plutôt ma faculté à avoir fait avec et avoir réussi à donner mon meilleur avec ce que j'avais à donner ce jour-là. Et si vous réussissez à faire ça, vous avez des armes que vous pourrez réutiliser le jour J. Vous vous rappellerez de cette séance et vous vous direz « Ah, je l'ai fait ce jour-là, il n'y a pas de raison que maintenant, dans la difficulté, je ne sois pas capable de faire la même chose. » Et c'est crucial pour les jours de course d'être capable de faire ça. Et la semaine passée en particulier, j'ai pas réussi à le faire comme je voulais. J'ai abandonné la fin de séance. Il y avait plein de facteurs externes, certes, mais c'est pas ce que je veux retenir. Donc là, ce jour-là, qu'est-ce que je fais ? Dans le moment, en fait, je me reconcentre sur le fait de juste courir. On oublie le cerveau, on le déconnecte, on se concentre sur la foulée, un pas après l'autre, le relâchement et se dire « Ok, là, je cours comme je dois courir. Je sais que je suis pas au top, mais je l'oublie. C'est pas grave. » Je me mets dans une zone de pilote automatique en fait. Cerveau est débranché, j'ai juste à courir, je sais courir, on se pose plus de questions et on avance. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, en tout cas là j'ai réussi à le faire et à ce moment-là, l'entraînement est devenu beaucoup plus facile, c'est pas le mot, mais beaucoup moins subi. Et du coup, j'ai commencé à faire mes petits 200 mètres. Ils étaient durs, mais ça passe. Et à un moment sur la séance, je suis arrivé dans un état un peu plus agréable. C'est passé, la difficulté est passée. C'est comme si mon cerveau avait accepté que de toute manière, aujourd'hui,
bah ça allait pas ralentir, ça allait pas bâcher et qu'il n'avait pas le choix de faire avec. Il y a une petite bataille entre le conscient et l'inconscient qui existe dans ces moments-là et qui est très dur à gagner, que j'ai souvent perdu depuis 1 an que je veux remettre dans le bon sens. Maintenant, il y a quand même des petites astuces pour gérer l'avant-entraînement quand on sait qu'on est fatigué et stressé. Mon problème, c'est que là, j'arrive souvent sur l'entraînement sans avoir anticipé, sans m'être dit « Ah, aujourd'hui, attention, ça va être dur ». Et du coup, le découvrir pendant, c'est là où on rentre dans un cercle négatif. Alors que si on se dit « Oh là, aujourd'hui, je sens que potentiellement, je suis pas au top, j'ai vu mon HRV le matin, il était bas, je sais qu'on est jeudi, donc en général, je suis pas au top ». Donc, c'est les jours où en fait, il faut être encore meilleur sur les petits détails. Et je vais prendre pour ça, alors c'est pas une citation parce que je suis pas allé réécouter l'extrait, mais j'ai retranscrit ce que j'avais retenu du podcast Extraterrien, super podcast où il y avait Marie Wattel, il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus, qui est une nageuse olympique qui a déjà fait, je pense, une course au JO. Bref, c'est pas le principe. Ce que j'en ai retenu, c'est que ce qu'on fait dans les moments où ça ne va pas, c'est ce qui compte le plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Et ça, c'est facile en fait. Faire des belles séances quand ça va bien, c'est pas dur. Maintenant, ce qui compte, c'est comment on réagit dans les moments difficiles. Comment on réussit à ne pas lâcher, à faire les bonnes choses, celles qui marchent pour ne pas sombrer. Et du coup, ce qu'elle en dit, c'est qu'il faut gérer encore mieux les petits détails pour faire au mieux avec ce qu'on a le jour J. C'est pas mal ce que je viens de vous expliquer. Et en fait, si on le fait à l'entraînement, on sera capable de le faire le jour du marathon aussi. Et du coup, j'ai noté les choses qui, pour moi, m'aident. Si j'arrive à anticiper ces jours-là, je sais que si je passe un peu plus de focus sur ces éléments-là, ça va aider. Le premier, il est très simple. Relâchement, respiration, calmer son système nerveux sympathique. Donc, quand je vous parle de HRV, en fait, le HRV, la variabilité cardiaque, c'est... comment je pourrais simplifier ça, parce que c'est pas le but aujourd'hui, mais grosso modo, on a 2 parties du système nerveux. La partie sympathique, qui est la partie réactive, notre mode de fight, entre guillemets, où on va être capable, admettons qu'on se fasse agresser par un chien, boum, notre système nerveux, il va s'activer hyper fort pour nous donner l'adrénaline, nous faire partir. On va être capable de sprinter comme jamais on a sprinté avant. C'est comme ça. On est fait pour se sauver à certains moments. Ça, c'est le système nerveux sympathique. Et après, on a le parasympathique qui est le calme, la relaxation. Et on a besoin des deux. On a besoin d'un équilibre entre les deux si on veut justement bien aller au quotidien. Dans nos modes de vie modernes, et je parlais du stress externe, le système nerveux sympathique est très activé en général. Et on a des moyens de le calmer et de repasser plus sur un mode parasympathique. Et du coup, ça passe par relâchement, respiration, des moments où on va peut-être passer juste 2-3 minutes à juste respirer calmement, regarder le plafond, ne rien faire. Certains appelleraient ça de la méditation, mais en fait, on s'en fout. Même si ça dure 2-3 minutes, vous calmez les choses, vous repartez dans un mode où en fait, vous allez avoir reset un petit peu votre système nerveux. Ça fait pas des miracles, mais ça aide de prendre ce petit temps-là pour se relâcher avant de partir. On a aussi l'aspect nutrition avant le workout, avant l'entraînement. Pour moi, la question à se poser, c'est mes derniers repas, est-ce qu'ils ont été suffisants en glucides notamment ? Est-ce que je vais avoir des besoins pendant, selon la durée de l'entraînement ? Moi, souvent, mon petit-déj, il n'est pas hyper riche en glucides. Ou si j'y vais le matin, tôt le matin, je vais même m'entraîner sans le petit-déj. Donc, il faut avoir des apports pendant pour avoir une belle séance. Donc, je vais grosso modo, je vais prendre une barre juste avant de partir ou une banane. Ça se digère très bien. Pour certains, la banane, ça passera beaucoup mieux. M'hydrater aussi. Donc là, des petits glucides juste avant de partir. Et je vais avoir un gel avec moi pendant ces grosses séances. Le gel, est-ce qu'il a un impact direct sur la séance ?
Non, parce qu'on a suffisamment de réserves pour finir notre séance, mais il va avoir un impact psychologique. En fait, prendre un gel, prendre du sucre, c'est dire au cerveau, t'inquiète, t'as pas à gérer les réserves, de toute manière, je vais t'en redonner. Donc, à ce moment-là, en fait, ça va rendre la séance plus facile, ça va baisser le RPE, la difficulté ressentie sur la séance. Donc c'est à ça surtout que servent les gels que je vais prendre moi pendant les séances de fractionné, c'est vraiment à baisser la difficulté et pouvoir me concentrer sur l'effort et que le cerveau ne bride pas à cause de ça. Ensuite, petit choix un peu psychologique, les chaussures. Si je suis dans le doute, que je suis pas sûr de ma séance, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas tester des nouvelles chaussures. Bon ça, vous allez me dire, vous avez sûrement une ou deux paires, donc vous n'avez pas ce problème, mais moi j'en ai quelques-unes à tester. Mais si je suis dans le doute, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je ressors les chaussures fétiches. Celles où j'ai réussi mes plus belles séances ou mes plus belles courses. Celles où je sais que je suis vraiment bien dedans à 100%. Celles aussi où je vais courir plus vite. Peut-être. Ça, c'est un débat ouvert. Peut-être qu'on devrait y revenir dans un épisode de podcast complet. Dites-moi si ça vous intéresse sur un format podcast que je parle chaussures. On ne sait jamais. Mais typiquement, je sais que la Vaporfly première du nom, ça, je peux la ressortir pour les séances intenses. C'est du bonbon et je vais être bien dedans. Et psychologiquement, au moins, même si c'est un effet placebo, ça me met dans un mindset positif. Ça peut être aussi la petite tenue qui va bien. Bref. Utilisez tous les artifices que vous pouvez avoir, ça fait jamais de mal. La musique qui va bien, le petit podcast qui va bien, bref, essayez de vous mettre dans un état d'esprit positif. Même si sur les séances de fractionné, moi c'est pas podcast, c'est vraiment musique parce que je veux pas écouter, je peux pas être concentré sur ce qui se dit dans le podcast et sur ma séance en même temps, c'est pas compatible. Il faut que 100% de l'énergie mentale elle soit sur la course. Et la musique, elle sert plus à dynamiser qu'autre chose. Je l'écoute pas vraiment pendant les fractionnés. Ensuite, autre petite astuce, vous pouvez aller faire un tour sur Strava. Allez voir vos prépas prépas passés, que ce soit cette année, l'année d'avant, l'année encore d'avant. En gros, votre but, c'est de vous rappeler que toutes les séances ne se sont pas bien passées, déjà, c'est important. Il faut se rassurer, regarder les chronos qu'on a réalisés dans ces prépas, se dire que, tiens, on n'est pas si mal finalement, parce qu'on a tendance à idéaliser le passé. Alors que quand on relit son journal de course, souvent, on comprend qu'on est juste dans un moment comme on a déjà eu plein. Parce que c'est comme ça. La vie, comme dans le sport, c'est des hauts et des bas. Et on a souvent tendance à se dire « Ah, le passé, c'était beau, j'aimerais bien avoir la même prépa ». Non, en fait, parce que c'est tout ce qui fait l'intérêt de l'entraînement aussi, c'est qu'on doit gérer au quotidien des sensations qui sont différentes, un contexte qui est différent, et on doit faire avec. C'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Et certaines fois, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines séances, on a réussi à passer outre des journées difficiles. C'est pour ça que je documente beaucoup mon journal de course et que je note mes sensations, comment ça s'est passé, comment j'ai réagi, ce que j'avais mangé. J'essaye de mettre du détail parce que ça me permet d'y revenir dans le futur et d'avoir le contexte et d'être capable de voir les chronos de la séance en fonction du contexte. Parce que les chronos d'une séance tout seul, ça veut rien dire. Si on y met du contexte, là on se dit « Ah, ok, j'étais dans cet état-là, j'ai réussi ça. » Et ça peut me servir aujourd'hui parce que je suis dans le même état. Et potentiellement, je vais être capable de réussir la séance de la même manière. Voilà, donc mettez-vous dans un état d'esprit positif aussi en regardant le passé. Et ça peut aussi être dans la réaction de dire « Ah, la dernière fois que j'étais dans cet état-là, j'ai chié ma séance, pour moi, la semaine dernière. Cette semaine, no way, je vais tout faire pour aller au bout et je vais être intelligent pour bien la réussir. » Et enfin, je dirais... Choisissez un parcours sans contrainte. Si vous savez que déjà vous êtes dans une journée pas facile, moi qui suis au bord de la mer, je vais regarder dans quel sens souffle le vent, s'il est fort. S'il y en a trop, je vais clairement pas aller courir à la plage parce que oui, je sais gérer le vent, en tout cas quand ça va bien. Mais si j'ai pas le mental, que si je suis dans le dur, si je n'ai pas le mental, si je suis dans le dur, le vent il va me tuer. Ça va vraiment être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça marche aussi pour la chaleur.
Je pense à la semaine passée, ma séance qui n'a pas été terminée, il faisait aussi 27 degrés plein soleil à 4h30. Bon, ça a sûrement pas aidé à ce que je finisse la séance. Peut-être que j'aurais été mieux de la reporter au lendemain matin plutôt que de la faire dans un four. Ouais, pas été super intelligent sur ce coup-là, mais c'est aussi pour ça, et on va y revenir, dans comment réaliser une semaine à 20 sur 20. Justement, une des astuces, je vais la donner tout de suite, c'est d'avoir des jokers dans sa semaine. Placer sa semaine le plus tôt possible, avoir typiquement ces séances de fractionner mardi, jeudi si vous en avez 2, et même peut-être la sortie longue le samedi, comme je le fais en ce moment, et c'est pas mal, parce que ça laisse un jour complet de joker. Si on a besoin de décaler, on a 24 à 36 heures, même avec la sortie longue le samedi matin. C'est agréable de se dire, bon, même si ça se passe pas tout comme je veux, j'ai la capacité à décaler des trucs et à quand même faire mon volume sur la semaine. Je sais pas exactement quelle est la raison qui a poussé Tristan à me mettre les sorties longues le samedi et rien le dimanche, mais c'est rassurant d'avoir de la marge et ça fait du bien de se reposer à 100% le dimanche. Bon, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, si je reviens à comment réaliser une semaine à 20 sur 20, je vais vous lire un petit peu ce qu'on a échangé avec Tristan, où je lui disais que les intentions et la motive étaient à 100% et que voilà, si je restais là-dedans, je pense que ça allait être une belle prépa. Et il m'a dit, et je lui disais, il faut me mettre les chronos qui sont vraiment liés aux 2h30 pour que je puisse avoir le feeling de ce que je dois faire. J'ai besoin d'être accountable, d'être responsable de ma prépa et de me dire, là, je dois faire ça. Et si j'y suis, c'est que je suis bien parti. Sinon, c'est pas grave, mais c'est que j'y suis pas encore. Ce qui m'a répondu, c'est, au vu du 7x1000 que tu as fait mardi, c'est déjà gagné. Évidemment, c'est une blague, mais le message suivant est important. La semaine est à 20 sur 20. Note bien pourquoi ça s'est bien passé, parce que si tu me fais ça jusqu'au bout, les 2h30, ça va être un footing. Évidemment, encore une fois, c'est de la caricature, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, on a fait une semaine à 20 sur 20 comme ça, tout a bien été, les chronos sont géniaux. Et pourquoi ? Pourquoi ? Faut se la poser 5 fois la question pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi cette semaine. Parce qu'on veut essayer de la reproduire le plus souvent possible. Ça ne sera pas du 100% évidemment, mais si on réussit à faire plusieurs semaines, et d'être assez souvent autour de ce 20 sur 20 sur une semaine, et même s'il y a des petits détails et qu'on n'est qu'à 18 sur 20, plus on sera bon dans ces semaines d'entraînement, plus on arrivera prêt et en forme le jour de la course, et plus l'objectif il sera facile à réaliser. Je ne ferai pas 2h30 au marathon en footing, je vous rassure, mais voilà, si j'arrive à retrouver les sensations que j'avais au marathon de Berlin quand j'ai fait 2h37, je peux vous dire que le 2h30 il va passer, hein. Il n'y a pas de doute, parce que le marathon de Berlin, ça a été dur sur la fin, mais au global, c'était une course qui a été plaisante, beaucoup plus que Valence l'année dernière. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, du coup, si j'analyse, qu'est-ce qui fait une semaine à 20 sur 20 ? La base, c'est tout simple, c'est l'intention, la motivation. Si on est comme je le suis actuellement, je suis hyper dedans, ça se dit pas, mais je suis à fond dans cette prépa, hyper motivé, j'ai vraiment envie d'aller chercher ce 2h30 comme jamais. Ça, si on l'a, on n'a presque pas besoin de discipline derrière. Parce qu'en fait, si la motivation est au top, la discipline, elle va venir toute seule. On va pas se forcer à aller à l'entraînement. Et en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de discipline, parce qu'il faut quand même sortir matin, midi ou matin et soir, faire les 2 entraînements que j'ai dans la journée. Mais c'est beaucoup plus facile. Ça passe tout seul. Donc, comme je suis surmotivé, tout devient facile dans le fait de j'y vais, point. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire à ça ? Oui, il y a une raison au fait que ce marathon, cette prépa, elle est spéciale. C'est que je me suis dit que ce 2h30, c'était mon objectif ultime et que si je réussissais ça, je pouvais me faire une année complète 100% trail, oublier le marathon et me dire job done. En fait, quand tu te mets dans ce côté
celle-là, c'est celle que je veux réussir, et après, dans tous les cas, je fais une pause, je passe à autre chose, et bah ça met aussi la petite pression de il faut tout bien faire. Et en vrai, cette pression de il faut tout bien faire, elle aide quand même pas mal. Elle nous met dans moi en tout cas, elle me met dans un état d'esprit de stress positif, de ok, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Maintenant, sur des astuces concrètes, je l'ai déjà dit, mais mettre ses entraînements dans son calendrier. C'est important de les placer et de se dire voilà la place de cet entraînement et de tout faire pour s'y tenir. Donc comme moi je suis du matin, c'est le matin que je vais placer mes entraînements. Tous les jours à 7h, je suis en train de courir en ce moment. Et le deuxième entraînement, si c'est un fractionné, idéalement je le fais à 11h30, midi selon mes journées, mais j'essaye de le faire à cette heure-là. Parce que c'est un bon moment pour moi dans la journée. J'essaye absolument d'éviter les entraînements le soir où je ne suis pas bon. En fin de journée, fatigué, plus de jus de cerveau pour tout ce qu'on se disait avant, et je n'arrive pas à m'entraîner correctement le soir. A l'inverse, si vous êtes du soir, calez-vous votre moment dans le calendrier. Si l'entraînement est à 18h, vous aménagez votre journée de travail pour pouvoir être à cet entraînement et ne pas avoir à le décaler. Et si votre patron il vous dit non, on part pas à 18h, vous dites moi je m'en fous, je suis venu plus tôt ce matin, j'ai fait les trucs, il n'y a pas de raison que je puisse pas aller m'entraîner ce soir. Bref, ce n'est pas le sujet, mais on est sur un débat de société. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bref, mettez vos entraînements dans votre calendrier et faites tout pour vous y tenir. C'est important parce que c'est beaucoup plus facile. Une fois que c'est dans le calendrier, c'est dans notre journée, on le voit et on s'organise autour. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, mais la nutrition 80-20. Donc 80-20, je le rappelle, je dis pas qu'il faut manger tout le temps, tout parfait, tout équilibré, parce qu'on a aussi besoin de relâcher la pression. Et en fait, relâcher le stress, ça se fait aussi par se faire plaisir dans l'alimentation, par petites touches à certains moments. Mais sur 80% du temps, il faut manger équilibré. C'est le fuel de l'entraînement. Et si on veut avoir des entraînements efficaces, il faut que la nutrition qu'on donne à notre corps soit efficace. Point. Et zéro alcool pour moi. Pour moi, en prépa marathon, c'est un impondérable. Quand on s'entraîne beaucoup, moi en tout cas avec le volume kilométrique que je fais, je sais que c'est indispensable de dire zéro alcool pendant la partie prépa marathon. Parce que alcool égale perturbation du sommeil, égale moins de récup, moins de progression. Et en plus, ça va aussi avoir tendance à générer les petites tendinites, les petites douleurs. En tout cas, chez moi, c'est assez classique, ça peut arriver très rapidement. Ensuite, un truc beaucoup moins facile, on va dire non aux sollicitations. Enfin, quand je dis beaucoup moins facile, dire non à dire non à la malbouffe et dire non à l'alcool, selon le contexte, c'est pas toujours simple non plus, mais faites vos choix, dites-vous quelles sont mes priorités et vous saurez si vous avez vraiment envie de cet objectif de course, vous n'aurez pas de mal à dire non à certaines choses. Et dire non aux sollicitations, c'est la même chose. Il ne faut pas en faire trop parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tout est stress et vous avez besoin d'utiliser votre capacité à générer du stress pour l'entraînement si vous voulez progresser. Ou accepter encore une fois que la sollicitation ou ce que vous faites en termes de nutrition aura un impact sur l'entraînement et c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être à 20 sur 20 tout le temps. Au final, je parle aussi de mon cas où je m'entraîne 9 fois par semaine. Donc forcément, j'ai zéro marge. Je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, sur beaucoup des jours de la semaine. Donc j'ai zéro marge en fait. Mais si vous êtes à 3 ou 4 fois dans la semaine, déjà vous avez beaucoup plus de marge. Je ne dis pas que vous pouvez faire n'importe quoi, mais il y a beaucoup plus de capacité à encaisser d'autres stress et avoir de la marge. Donc ne vous mettez pas la pression avec ce que je vous dis là. Là, je vous parle d'un monde idéal ou en tout cas d'un monde où on maximise tout. Et après, vous pouvez tout simplement l'adapter à votre quotidien et vous dire comment je gère mon équilibre et où est-ce que je tolère un peu plus. Voilà, tout simplement. Gestion du stress, c'est pareil. Pour moi, la gestion du stress, dans ma prépa, c'est le plus important. Je l'ai observé dans le passé, je peux m'entraîner autant que je veux,
c'est pas ça qui génère un gros stress sur mon corps. J'ai appris à l'encaisser avec les années. Donc même les semaines à 110, 120 km qui vont arriver, ça va pas être dur pour mon corps. Ça, il sait l'encaisser. Ce qui est dur, c'est tout ce qui se passe à côté. On a parlé au début, tous les stress externes. Et du coup, il faut que je les limite si je veux être capable de bien encaisser ces semaines. Et pour moi, ça passe par mettre la course à pied en prio jusqu'à octobre. Pas dire que je fais plus rien à côté, évidemment. Quand je dis mettre en prio, ça veut dire que j'essaye de ne pas me mettre autant de pression que d'habitude sur le boulot pour limiter ce stress externe. Vous n'avez peut-être pas ce luxe de votre côté. Si votre boss est dur avec vous ou que le métier que vous avez est hyper productiviste, mais moi, dans ce que je fais, la pression, elle vient avant tout de moi. Je suis le seul à me mettre cette pression de vouloir faire toujours plus, toujours mieux, que tout soit parfait, à avoir 1000 idées à la seconde, à vouloir qu'elles se fassent. Bref, je suis capable je suis capable de réduire mes attentes. En tout cas, j'essaye de réduire mes attentes pendant ces 3 mois qui restent pour laisser un peu plus de place à la course à pied. Et si l'équilibre est meilleur, normalement, ça devrait donner des bien meilleures semaines au fur et à mesure de la prépa. Je vous dirai si c'est le cas dans les prochaines semaines. Rien n'est garanti, encore une fois. C'est pas parce que là j'ai eu une bonne semaine que je vais réussir à la reproduire chaque semaine. Malheureusement, entre guillemets, j'aimerais vivre des semaines comme ça tout le temps. Et je vous souhaite de vivre des belles semaines d'entraînement comme ça aussi le plus souvent possible. Et du coup, on a parlé du fait d'avoir des jokers et de placer ces séances plus tôt dans la semaine pour pouvoir décaler si besoin. Et du coup, pour finir, est-ce que le zéro stress, c'est efficace ? Je ne pense pas non plus. Parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, mais notre corps est fait pour gérer du stress. Donc, si on est vraiment à un niveau de stress zéro, ça devient aussi compliqué de s'entraîner. Je prends l'exemple... attendez, je vais revenir à zéro, mais pour moi, je le disais au début... Le but n'est pas de réduire le stress à zéro. D'une, parce que c'est compliqué. La vie est faite de plein de stress et en fait, vouloir réduire son stress à zéro, c'est un stress en soi. Donc, ça peut être compliqué. Maintenant, comme je le disais, pour moi, l'objectif à 2h30, il est maximal et je dois mettre en place toutes les pièces du puzzle. Je veux que ça marche et pour ça, je vais me donner toutes les chances et je veux avoir zéro regret. Voilà, c'est ça le deal que j'ai avec moi-même. Maintenant, comment je fais pour réduire le stress à zéro ? J'utilise le week-end pour évacuer au maximum le stress. Donc, ça veut dire un week-end avec très peu de choses. J'essaye de vraiment limiter au maximum ce que je fais le week-end. C'était pas très compliqué le dernier parce qu'il y a les JO qui ont commencé, donc j'ai passé une bonne partie du week-end devant les JO. C'était très cool. Et en plus, je suis sorti d'une semaine où j'étais pas au max du stress. Plus ma sortie longue était samedi matin. Donc, entre samedi matin et lundi matin, ça me fait quasiment 48 heures de repos. C'est énorme quand on s'entraîne 9 fois par semaine d'avoir quasiment 48 heures de suite de repos. Et je suis arrivé lundi matin avec super nuit, hyper reposé, un HRV, donc variabilité cardiaque ultra haut, une fréquence cardiaque au repos à 36, donc le plus bas que j'ai eu depuis bien longtemps. Et là, on pourrait se dire tout roule. Oui, tout roule, parce que c'était le but de ce week-end. Et en même temps, je sais que j'ai du mal dans ces moments-là. En fait, l'entraînement demande quand même de relancer la machine, d'être présent. Et moi, relancer la machine quand je suis vraiment hyper reposé comme ça, que j'ai calmé au maximum mon système nerveux, que j'ai plus des idées dans tous les sens, que je suis de tension, comme on pourrait dire, c'est compliqué. Donc là, le footing de ce matin, 60 minutes, ça passe. Physiquement, les jambes, elles vont bien, mais je me traîne en fait. J'ai juste du mal à me réactiver. Donc, évidemment, il vaut mieux ça que l'inverse. Vaut mieux être dans un cadre où son système nerveux est le plus calme possible et qu'on est tranquille. Ça fait du bien. Mais en même temps, le retour à l'activité, pour moi, est plus compliqué. Et je dis bien pour moi, parce que vous allez voir que
Je pense que c'est très différent d'une personne à l'autre. Et je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler. C'est quand est-ce qu'on doit faire son activation de veille de course. Pas de veille du coup, mais son activation avant une course. L'activation, c'est on va courir 20-25 minutes, on fait quelques accélérations et on se dynamise un peu. Certains aiment la faire à la veille de la course et d'autres l'avant-veille. Personnellement, c'est la veille à 100%. Jamais de la vie, je me repose à 100% la veille de course. Parce que sinon, je sais que le lendemain, je vais être mou. Je vais être exactement comme sur ma sortie de ce matin, je vais juste pas réussir à m'activer. Donc j'ai besoin de cette activation à la veille de la course. Et c'est pas vrai pour tout le monde. Si je prends Tristan, lui c'est l'inverse. Il préfère faire l'activation à J-2. Et ça paraît logique parce qu'on est très différents sur notre manière de gérer les choses. Moi, je suis un nerveux, un hyper réactif, on pourrait dire. Et lui, c'est une force tranquille. Donc, comme on est dans des états un peu inversés au naturel, et potentiellement, lui, ça le met dans de bien meilleures conditions avec un jour de repos à 100% la veille de la course. Je sais qu'il y a une autre raison, c'est que s'il fait son activation veille de course, ses tendons sont fragiles avec sa taille et son poids, donc il veut pas se mettre à risque de ce côté-là. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il le fait, parce que ça se passe bien. Moi, je sais très bien que si je fais mon activation à J-2 et que je fais rien la veille, ça va être très compliqué le matin de la course. Bref, apprenez à vous connaître, réfléchissez à comment vous fonctionnez, et ça devrait vous aider à mieux planifier les choses et mieux faire en général. Bon, la conclusion d'aujourd'hui, j'espère que Amélie, si tu m'écoutes, tu as aimé cet épisode où je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de choses concrètes à en tirer. Mon but, c'est vraiment d'essayer de vous amener des apprentissages dans ce podcast. Donc, n'hésitez pas à me le dire si à des moments vous trouvez que ça manque. Je me remettrai en question comme toujours et j'essaierai de recentrer sur les épisodes suivants. C'est le but. Et dans tous les cas, je continue d'expérimenter et d'apprendre avec ce podcast. Vous aussi, j'espère, mais on construit ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est toujours très utile. Et enfin, pour finir, il faut se dire aussi que ce podcast, il n'existerait pas si il n'y avait pas Eléa qui travaillait avec moi. Donc, merci Eléa. Et on travaille des petits épisodes qui vont être assez sympas dans les prochaines semaines et mois. Je vous en dis pas plus, mais l'été, il aura été passé à réfléchir ce qui va se passer à partir de la rentrée. Et il y a pas mal de choses sympas qui vont arriver. Je vous laisse avec ça et j'espère que votre entraînement se passe bien comme toujours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.